Coucou toi, et bienvenue sur le podcast La Force de Continuer, un podcast d'interviews inspirantes qui va t'aider à faire face aux difficultés de ta vie. Au micro, c'est Laure, future psychologue et psycho-coach qui t'aide à t'affirmer grâce à des accompagnements de coaching personnalisés. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je te partage la conversation que j'ai eue avec Ellie, podcasteuse et ex-travailleuse du sexe, qui nous dévoile dans son podcast féministe Cœur de Micho ce que son expérience professionnelle en tant que prostituée lui a fait découvrir sur le conditionnement de la sexualité des femmes. Dans la conversation qui suit, Ellie nous parle de différents sujets qui mettent en avant les forces de la diversité humaine. On évoque des sujets tels que le trouble du spectre autistique, les normes sociales, la confrérie des putes, le féminisme et la thérapie des schémas. Les schémas, je t'en ai déjà parlé dans le dernier épisode de Nuance, l'épisode 14 qui est sorti la semaine dernière et qui s'intitule « Pourquoi sont-elles restées ?» Dans cet épisode, je t'ai partagé 5 raisons non exhaustives qui expliqueraient pourquoi les personnes victimes de violences sexuelles, psychologiques et ou physiques ont réagi telles qu'elles ont réagi face au danger. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Mais avant ça, reste avec nous. Je te lance tout de suite la conversation que j'ai eue avec Ellie. Je te souhaite une très bonne écoute. Allez, c'est parti. Place à Ellie. Salut Ellie, je suis super contente que tu sois là avec nous aujourd'hui pour cet épisode du podcast. Eh bien écoute, pour commencer, je veux bien que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qui tu es. Alors moi, je m'appelle Ellie. J'ai un parcours qui est à la fois très classique et très atypique. Je suis une féministe et donc du coup, j'ai eu un parcours amoureux comme beaucoup de féministes où il y avait beaucoup de tensions, de frustration. Dans mon parcours, à un moment, j'ai pris une décision peut-être, ouais, voilà, là, c'est le côté atypique, un peu bizarre, c'est que j'ai décidé d'aller explorer toute la sphère du travail du sexe, ou dans ce qu'on appelle la prostitution. Mhm. Et en développant toute cette sphère-là, j'ai trouvé des réponses auxquelles je m'attendais pas du tout par rapport à mes problèmes de femmes amoureuses féministes qui se retrouvaient régulièrement avec des conflits de valeurs dans le couple. Et du coup, j'ai décidé de raconter cette histoire dans un podcast parce que je me suis dit que il y avait sans doute beaucoup d'autres nanas qui avaient eu les mêmes problèmes que ce que j'avais et que ces pistes qui étaient assez surprenantes, mais parce qu'elles viennent d'un milieu qui est un peu qui est clandestin, donc qui est pas très connu et que du coup, effectivement, la plupart des gens n'ont pas accès à ce qu'on apprend dans ce domaine-là. Je me suis dit ça serait sans doute une aide pour beaucoup de nanas. Donc ce podcast s'appelle Cœur de Michto. Et la connexion, effectivement, entre le côté Mhm. amoureuse et le côté travail du sexe. Michto est le terme un peu provoque. J'ai fait aussi des ateliers par rapport à ces outils que j'ai appris. Voilà, je sais pas si je peux. On en parlera par la suite. Je pense que dans mon parcours, ça a eu aussi un impact. Je suis sur le spectre autistique Ok. et je pense que un des traits sur le spectre autistique, c'est effectivement une façon de voir le monde qui peut être un peu décalée. Et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi cette façon un peu décalée d'aller explorer ma question, que j'aurais peut-être pas appris si mon cerveau était un peu plus conventionnel. Donc voilà, je peux avoir un petit côté des fois un peu bizarre, un peu voilà, étrange. Mais je fais de mon mieux pour essayer de paraître à peu Mhm. près normal, pour réussir à communiquer avec le reste du monde. Et ça, tu l'as découvert tardivement, du coup? Tu le savais Oui, pas? Ouais. oui, c'est effectivement, je fais partie des personnes qui ont été diagnostiquées sur le tard. Mhm. C'est assez fréquent quand on a une capacité de masquer les signes pendant longtemps, que ça passe sous le radar parce que souvent nous-mêmes on se rend pas compte. Moi j'étais dans Mhm. le déni très longtemps dans ma vie. Je passais ma vie à me dire non, avant j'étais bizarre, maintenant je suis normale. J'essayais à tout prix de fitter dans la norme, donc ça a mis du temps avant que je finisse par me rendre compte qu'il y avait bien quelque chose qui clochait et qu'on puisse mettre le doigt sur ce qui expliquait un peu tout ça. Et ça t'a aidé, du coup, de mettre un mot, enfin, de te rendre compte de ça, ou pas spécialement? Alors, au début, ça a été terrible. Au début, vraiment, je me suis sentie vraiment Ouais. pas bien parce que c'était une étiquette pas très glamour. Enfin, moi, autiste, c'est un terme qu'on utilisait pour Mhm. m'insulter quand j'étais en milieu scolaire, quoi. Donc, j'étais un peu en mode, je l'avais un peu réapproprié en disant, je suis un peu autiste. En mode, genre, j'essaye de de faire de l'autodérision, etc. Mais en fait, ça me plaisait pas du tout de me rendre compte que c'était un peu au premier degré, quoi. En second lieu, quand tout ça s'est un peu redescendu, il y a plusieurs choses qui ont été, je dirais, il y a 3 points qui étaient vraiment, qui ont été très aidant pour moi. Le premier, c'est que je me suis pardonnée de ne pas avoir réussi à être normale. Mhm.
Euh, toujours un peu émotionnée parce que c'est une blessure, en fait. Toute mon enfance, j'ai vraiment eu ce truc de me dire, si je serais plus normale, on m'aimerait plus. Et du coup, à me dire, j'ai qu'à travailler plus fort pour être plus normale. Et du coup, j'ai pu, effectivement, et encore peut-être à travailler de ce côté-là, j'ai pu effectivement me pardonner de me dire bah, que c'est pas parce que j'ai pas essayé assez fort. Le deuxième point, c'est que j'ai pu pardonner à ceux qui essayaient aussi. Parce que quand on a une haine intériorisée, d'une partie de nous qu'on supporte pas, qu'on essaie d'effacer, ben, on va se mettre à juger les autres qui ont cette part similaire. Et je me suis rendu compte que avoir cette étiquette que je trouvais pas très chouette au début, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens que je jugeais, qui étaient bah, d'autres gens bizarres en fait. Et ça m'a permis de me dire, ok, en fait, si tu arrives à te pardonner toi, peut-être tu leur pardonneras eux aussi de pas être complètement normal. Donc je trouve que ça m'a aidé à créer un lien avec le monde autour de moi. Et le troisième point, bah, c'est que j'ai accepté que j'avais certains fonctionnements et que ben, soit je pouvais accepter ce que ça apportait comme cadeau et en prendre soin, soit continuer à aller contre ma façon d'être et m'épuiser. Mm. Et du coup, je pense que j'apprends à plus me reposer depuis que j'ai été diagnostiquée parce que j'ai fait plusieurs burn-out hein, avant d'arriver au Ouais. stade du diagnostic. Et j'ai enfin le sentiment que j'ai les pistes pour pas continuer de repartir de burn-out en burn-out. Mm. Ouais, ça a été un cheminement, un parcours. T'es passé du coup par plusieurs états, on peut dire, Ouais, qui t'ont amené du coup à ce que tu as pu faire. J'imagine qu'après, tu as eu des accompagnements définis, parce que pour avoir du coup un diagnostic, t'as dû avoir des accompagnements avec. bah, c'est sûr que en mode si on a juste l'info, telle étiquette, ça sert Ouais. pas à grand-chose. Donc il y a vraiment toute la partie apprentissage d'habilité sociale en mode bah ok, peut-être ça c'est pas évident pour toi, mais on va l'apprendre. Alors pour moi, le suivi était pour la suite essentiellement par rapport au fait que j'étais pas en bon état, il y avait un trouble Mm. anxieux, de la dépression et c'était plus axé là-dessus et après c'était plus sur effectivement, trouver ma place quoi, Mm. trouver ma place. Et je te remercie du coup d'évoquer cette partie-là de toi, parce que je pense que ça peut permettre aussi aux personnes qui écoutent et qui ont une représentation aussi de qu'est-ce que l'autisme. Peut-être qu'il y a une vision de qu'est-ce qu'une personne autiste, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça Ah dans ouais, la c'est un réalité. spectre. Ouais, voilà, C'est un exactement. spectre, il y a plein de façons différentes d'être autiste et des fois il y a des gens qui disent: «Ah mon Dieu, tu es autiste, c'est si rare» et je me dis: «Mais en fait, on est tellement nombreux à être tardivement diagnostiqués ou pas du tout diagnostiqués et je pense qu'en fait, tu en connais plus que tu crois». Mais, mais je quand je regarde les chiffres, je me dis qu'ils sont encore un peu sous-évalués parce que c'est un peu bizarre à dire, mais je pense que quand ce sera quelque chose qu'on connaîtra mieux et qu'il y aura plus de prévention, je pense qu'on tablera peut-être sur 10 de la population qui est sur le spectre. Mm. Peut-être un peu moins, 7 quelque chose comme ça, mais pas de l'anecdotique comme le 0,0001 qu'on nous vend en fait, c'est moi ce que j'ai trouvé, très étonnant, c'est que mon parcours en fait, il était familial. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été diagnostiquée parce qu'un de mes proches a été diagnostiqué et au fur et à mesure, en fait, dans ma famille, on a tous fini par se rendre compte que des trucs qu'on avait trouvé normal pendant tout ce temps étaient pas si normal que ça et du coup, bah, il y a vraiment ce truc, maintenant chaque fois que je croise des gens qui ont un côté, soit qui ont des passions un peu improbables, ou qui sont, voilà, qui sont toujours un peu décalés par rapport à ce qu'on attend d'eux, et cetera. Je me dis: «Hey, est-ce que tu fais partie de la famille des bizarres?» et c'est vrai que du coup, bah, c'est pas 50 de la population, c'est pas 30 de la population, mais bon, on n'est quand même pas, on n'est pas quand si minoritaire à être, Mm. un peu décalé. Je me suis sentie moins seule, en fait. Mm. Avec ce terme-là, je me suis sentie moins seule. Oui, parce que surtout si tu as eu l'impression pendant toute ton enfance ou adolescente que tu étais différente des autres. Parce que du coup, quand on parle de la notion de normalité, c'est du coup par rapport à, statistiquement, par rapport à la moyenne des Ouais. autres êtres humains, on va dire. Et en grandissant avec cette idée-là que bah, toi, t'es pas normal parce que tu serais différente des autres, ça impacte aussi la construction que tu as toi-même et se sentir très très seule avec toi-même. Mm. Ouais, 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 bah, du coup, là, c'est très bizarre parce que
rendu compte que j'étais, entre guillemets, moins bizarre que ce que je pensais. Mais c'était une lutte tout le temps, hein, cette question de la normalité. J'avais parfois des moments où je me disais, mais tout le monde est comme ça, en fait, on cache tous, on fait tous semblant d'être normal, mais on est tous chelous. Les moments où je me suis rendu compte que non, il y avait des gens qui étaient vraiment full normal et que c'était pas grave, que c'était très bien, qu'ils étaient bien dans leur vie. Et où je me disais, ok, je suis seule au monde. Et puis là, dire, non, bah, c'est, voilà, comme tu dis, il y a une statistique, on déborde un peu de la statistique. Et puis voilà, quoi, c'est ça qui fait le sel de l'humanité, c'est qu'on n'est pas tous Mm. pareils. Que, voilà, il y a des variations, des gens qui se ressemblent un peu plus, des gens qui se ressemblent un peu moins. Et puis voilà, c'est Mm. pas très grave, quoi. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se manifeste pour toi dans ta vie, pour justement les personnes qui écoutent et qui connaissent pas forcément ou qui ont une idée comme ça assez vague? Tu Mm. parlais tout à l'heure des habilités sociales. Euh, Oui. Alors, les points, il y a des, enfin, pour être considéré comme autiste, il faut qu'on ait certains points il y a une liste de critères. Et certains de ces critères sont assez stéréotypés, faciles à reconnaître, d'autres peuvent avoir des nuances. Euh, alors, moi, le truc qui était très bizarre, c'est que la partie la plus visible de mon trouble, c'était celle que j'essayais de cacher le plus. Et c'était celle que je me cachais le plus à moi-même. C'est-à-dire que quand on a fait la liste au début, je dis non, ça, je ne l'ai pas. Ça, laissez tomber, je ne l'ai pas. Et puis, c'était le rapport. Il y a un geste qu'on appelle le STEAM, qui est un geste qu'on va faire pour réguler émotionnellement. Alors, la plupart des humains font des gestes pour réguler leurs émotions, mais quand on est sur le spectre autistique, c'est particulièrement exacerbé. Donc, celui qui est connu, c'est celui de se balancer, par exemple, d'avant en arrière, secouer les mains, ça, c'est des trucs très stéréotypés qu'on connaît bien. Puis après, il y a plein d'autres stims qui sont. Enfin, il y a plein d'autres façons de stimer. C'est ce qui fait que bah, visuellement, une personne qui est autiste, elle va avoir une façon de se mouvoir dans l'espace, de se comporter, où on sent qu'il y a un truc qui colle pas, quoi. Et moi, c'était un truc que je cachais, donc c'était des stims qui allaient être vraiment, où j'allais être au minimum sur des choses qui étaient le moins visibles possible, donc ça allait être vraiment dans les mains, les orteils dans les chaussures qui bougeaient dans tous les sens, ma langue qui faisait des schémas dans ma bouche, parce que je savais que ça, personne ne pouvait le voir. Et dès que la porte se fermait, dès que j'avais plus de gens avec moi, ça, c'était le truc vraiment que je trouvais dingue, c'était l'ascenseur. Je rentre dans un ascenseur, la porte se ferme, et au moment où la porte se ferme et où je suis dans une bulle, je commence à faire des gestes, mais de l'espace, des trucs où ça va être secoué dans tous les sens, etc. Et je me le cachais tellement à moi-même que il y avait une sorte de déni, en fait, je me rendais pas compte. Et de temps en temps, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Juste après, j'oubliais. mm, Et c'est quand on m'a parlé de ce truc-là qu'au début, j'ai dit, j'ai pas du tout ça, que petit à petit, en fait, j'ai pu ben, me mettre à l'écoute, en fait, me dire, tiens, ça, je l'ai fait, et cette fois-ci, je vais pas oublier que je l'ai fait. C'était tellement étrange de me rendre compte que ça avait été mais masqué. Donc du coup maintenant en fait je sais que je vais plus me laisser le faire, m'autoriser à le faire en me disant bah peut-être que j'aurais l'air un peu étrange, mais là il y a un truc à mm. donc ça peut être ça c'est un truc bah, j'ai mis du temps à accepter de le faire. Ça m'arrive parfois de marcher dans la rue et d'avoir, moi, je suis toujours avec les écouteurs, il y a un rapport, ça c'est un autre point. Oh là, je m'éparpille beaucoup trop sur le sujet. On Peut- va recentrer. Donc, l'estime. Donc, du coup, je vais avoir des espèces de mouvements, en fait. La musique me crée un truc, une émotion très forte qui arrive, bah, je vais danser, en fait. Je vais avoir les mains qui vont faire des espèces de trucs comme ça et me dire, mon Dieu, mais si les gens me voient, ils disent, mais c'est quoi cette folle? Et puis en même temps, me dire, c'est leur problème s'ils se disent que, ils vont moins bien me traiter en tant qu'humain juste parce que je bouge des mains en marchant dans la rue. Effectivement, je vais avoir ce côté où je vais parfois, si je suis très excitée, sauter sur place, secouer les mains, avoir un côté un peu, voilà, un truc un peu intense, quoi. Ce balancement, ça, c'est vraiment un truc pareil. Quand j'étais dans des situations où j'étais très à l'aise, où il y avait un cadre très confortable en mode on accepte tout le monde, instantanément, je me mettais dans une position où je commençais à balancer et à chaque fois, je me disais, mais d'accord, on te dit de te mettre à l'aise, mais t'es peut-être un peu trop à l'aise là. Et après, je dis, ah, c'était d'estime. Et c'était effectivement, quand on passe son temps à s'empêcher de faire ça, bah, quand on a l'espace pour le faire, on y Mm. va, quoi. Donc ça, effectivement, ce rapport, il y a un rapport très physique dans le trouble autistique qui va passer aussi par des hyper ou des hyposensibilités. Donc ça fait partie des différences qu'il y a sur le spectre. Il y a des gens qui vont avoir des hypersensibilités, d'autres des hypos. Donc ça peut être, on peut se dire, non, mais c'est pas la même chose. Donc par exemple, je me suis rendu compte à 33 ans passés que j'étais hypersensible à la lumière. Et Mm. donc moi, quand il y avait une lumière forte,
bah, je prenais sur moi, en fait. Juste, je me disais, ah, je suis pas bien, mais je prends sur moi. Et là, maintenant, je me dis, bah, juste, soit t'éteins la lumière si tu peux, soit tu mets des lunettes de soleil. Si les gens trouvent ça chelou, tu leur dis juste que t'es sensible à la lumière. Et puis voilà, quoi, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de s'épuiser à essayer de tenir un truc qui est juste pas confortable, quoi, et qui fait de mal à personne. Donc, pareil, il y a j'ai des hypersensibilités tactiles et en même temps des hyposensibilités. Donc, il y a certaines choses que je supporte pas en termes de vêtements. Et en même temps, des fois, je peux me blesser parce qu'il y a des trucs que j'ai pas sentis. Et je suis pas sensible à la pression, par exemple, mais je suis plus sensible aux textures. Donc, par exemple, je me suis fait une tendinite à l'épaule parce que j'avais une brassière qui était trop petite. Et je l'ai portée le temps qu'il fallait pour faire une tendinite, quoi. Mm. Parce que juste, bah, les capteurs n'étaient pas aussi allumés qu'ils devraient l'être. Donc voilà, il y a ça. Les habilités sociales, effectivement, ça c'est le plus mis en avant. Et c'est du coup ce qui fait la difficulté à le diagnostiquer quand on a une capacité à masquer. Moi, je me rappelle qu'il y a des choses où j'ai essayé de comprendre quelles étaient les règles sociales pour les intégrer, pour les recopier. Et c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que la plupart des gens n'avaient pas besoin de les théoriser. Donc par exemple, je me rappelle au collège, je m'étais dit, OK, il y a une hiérarchie dans le groupe. Il y a des gens qui sont au-dessus de la hiérarchie, des gens qui sont au-dessous. Et donc, du coup, pour survivre dans le groupe, il faut que les personnes au-dessus, ce soit eux qui nous valident. Comment est-ce que je peux savoir qui dans la hiérarchie est le plus haut? Ben, j'avais remarqué que c'était la personne à qui on faisait la bise en premier. Et tout était comme ça, en fait. Tout, par exemple, à un moment, je me suis retrouvée professionnellement à me rendre compte que au moment où on s'arrêtait, euh, bah, il y avait une espèce de friction, un truc qui se passait pas bien, jusqu'à ce que je capte que j'étais pas au bon endroit pour tendre la main au bon moment pour dire bonne journée, c'est fini, allons-y. Et juste à partir du moment où j'ai capté, j'ai dit ok, tu te positionnes là, tu tends la main à tel moment, tu attends que la personne ait fini de parler au bout de 2 secondes pour dire c'est bon, elle a arrêté, on peut y aller. C'est que des trucs comme ça qui sont que quand on a cette possibilité d'aller chercher ces indices et dire ok, je l'intègre, ben en fait on ne voit pas de l'extérieur que Mm. on n'a pas capté les codes. Mais ça demande une énergie folle en fait en Mm. permanence d'être en train de se demander ok, c'est quoi les codes, pourquoi là il y a un truc qui est pas allé, qu'est-ce que j'ai pas compris. Et tu vois, ce truc-là de se cacher ce truc à soi-même, j'ai une membre de ma famille, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit non, mais t'es pas autiste parce que j'ai la même chose que toi et je suis normale. Et quand je lui ai Mm. parlé de ça, elle m'a dit mais c'est normal en fait, quand tu arrives dans un pays étranger, tu connais pas les coutumes et puis voilà, il faut les apprendre. Puis là, je me suis dit mais comment ça se fait qu'elle est pas capable de comprendre que c'est pas normal à 30 ans passés de se sentir étranger dans son propre pays, quoi. Je me suis dit bon, je sais comment j'ai mal pris l'étiquette, je vais pas insister, mais c'est tout ce drame, entre guillemets, d'être capable de le cacher, c'est le temps qu'on perd et l'énergie qu'on perd, Mm. quoi. Et en Mm. même temps, je veux pas dire que je suis pas contente d'avoir eu cette capacité parce que ça m'a aidé à plein de moments. Il y a plein de personnes sur le spectre autistique qui sont moins capables de cacher, moins capables de comprendre et qui, du coup, bah, se tapent la violence sociale en pleine gueule. Mm. C'est aussi ce qui fait cette variété du spectre, c'est que les symptômes ils sont différents et qu'en même temps, il a la capacité à les cacher aussi. Et qu'on est des animaux sociaux. Enfin, moi, très vite, j'ai compris que pour survivre, il fallait que je paraisse dans la norme, quoi. Donc mon objectif, c'était de fitter au maximum, quoi. Mm. Ça va Donc, être je dis ça. Pardon, dis-moi. Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que tu sentais qu'il y avait un décalage, enfin, il y avait des choses que tu comprenais pas, des codes sociaux qui sont mis en place, que tu comprenais pas, et puis tu te rends compte que tu fais les choses bah, pas comme les autres. Et du coup, après, c'est d'observer comment ça fonctionne, on va dire, et toi de te réajuster, du coup, à chaque fois, en Mm. fonction des codes et des règles que tu as pu identifier. Et comme tu disais, c'est quelque chose ça demande énormément d'énergie, et puis c'est comme, enfin, tu t'arrêtes jamais, en fait, t'es toujours en questionnement par rapport à ce que tu vois et à ce qui se passe. Ouais, oui, du coup, ça crée une espèce de truc où on doute tout le temps de tout. Mm. Du coup, on remet tout en question tout le temps aussi. Alors, ça peut être une force aussi, mais c'est fatigant. C'est Mm. fatigant. Oui. Ouais. Et du coup, au niveau alors je crois que au niveau des points diagnostiques, il y a aussi le rapport. Je pense qu'on en est à un stade où ce qu'on comprend de ce spectre, c'est que le cerveau a un fonctionnement par rapport aux neurotransmetteurs qui est un peu différent. Et donc, notamment, ça nous apporte aussi une capacité de focus très, très profondément sur des trucs qui nous passionnent. Alors ça que je trouve drôle, tu vois, c'est que pour les hyperactifs, on appelle ça... Alors attends, c'est une hyperfixation. Et pour les autistes, on appelle ça un intérêt spécifique. Mais c'est la même chose. C'est c'est juste la même chose. C'est un moment où on a une attention
laser sur un truc et où ça nous intéresse tellement qu'on ne lâche pas le truc. Et du coup, quand on a un intérêt spécifique sur un sujet qui est random ou que la société trouve pas intéressant, on est juste un mec bizarre. Quand on a un intérêt spécifique sur un truc où la société dit ça, je peux l'utiliser, on devient un savant fou qui trouve des nouvelles façons de trouver des solutions par rapport aux problèmes du monde. Donc c'est ça qui est un peu absurde, c'est de dire vraiment on a certaines particularités qui vont être célébrées alors que la même, elle va être moquée, alors que c'est strictement la même chose, quoi. C'est juste quel domaine nous est tombé dessus. J'ai pas choisi qu'il y avait des trucs qui allaient me passionner. Et il se trouve qu'ils tombent plutôt dans des sujets qui sont intéressants pour la société et que du coup, on va me valoriser là-dessus, quoi. Mais j'aurais pu me passionner pour, je sais pas moi, les limaces. Ouais, ça dépend ce qui est valorisé socialement en fonction des normes et de la culture de là où on se trouve aussi. Ouais, Dans différents pays ou dans différentes cultures, il y aura des sujets qui seront plus acceptés que d'autres. ouais. Mais c'est ça qui fait le distinguo sur le spectre du trouble autistique. Il y a une vieille appellation qu'on n'utilise plus trop, qui est le terme d'Asperger. Mhm. Et Asperger, en fait, c'était un chercheur à qui on a demandé, à qui les nazis ont demandé de pouvoir savoir quels étaient les bizarres utiles et les bizarres inutiles, c'est-à-dire quels étaient ceux qu'on allait garder et ceux qu'on allait envoyer en camp de concentration. Et donc, du coup, le Asperger, c'est le trouble autistique qui est socialement utile et qu'on va pas envoyer en camp, qu'on va pas tuer, et les autres, qu'on va vraiment dire, ah, ils nous servent à rien, on les dégage. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'utilise plus ce terme, parce que historiquement, c'est assez atroce de dire ça veut dire qu'il y a des bons autistes et des mauvais autistes. C'est un bon reflet d'un fonctionnement de la société qui est pas très tendre pour certains de ses membres. Mhm. Ouais, puis si t'es pas comme tout le monde ou si t'es en dehors de la norme et qu'il n'y a pas d'ouverture à essayer de s'ouvrir justement à d'autres manières de faire, Mm. ça te coince du coup dans cette position-là de pas être normal, de pas être comme tout le monde. Et du coup, Ouais, ça engendre ouais, ouais. du rejet aussi derrière et de la souffrance par rapport à la Oui, puis ça société. s'auto-alimente parce qu'on finit par se Mm. persuader qu'en fait, on Ouais. ne peut pas fitter dans ce monde et qu'il vaut mieux laisser tomber. Moi, j'avais un moment où je me disais, de toute façon, je veux pas être amie avec les gens parce que les gens sont cons. Alors qu'en fait, j'étais juste malheureuse de pas fitter, quoi. Et c'était vraiment, et du coup, c'était une espèce de truc un peu autoréalisateur où on a l'impression d'être Mm. mis à l'écart, on se met encore plus à l'écart. Et ça, c'est vraiment un truc qui était chaud à détricoter, en fait, de dire non, bah, des fois, il y a des gens, ils sont pas comme moi, et puis on va quand même avoir des points communs. Et ça peut être intéressant d'aller matcher sur ce point Mm. commun-là, plutôt que de se focaliser sur le point qui est pas commun. Mm. Ouais, donc pour soi-même aussi, ouais, c'est une prise de conscience de pas mal de choses et aussi sur ses propres comportements et de comment aussi on a pu s'enfermer aussi soi-même en même temps que la société nous enferme, un peu ce Ouais, cheminement comme ça et que du coup, toi, tu as pu découvrir tout ça au fil du temps et avec ton cheminement et les choses que tu as pu mettre en place. On m'avait évoqué aussi quand on s'était appelé, du coup, d'autres choses que tu avais découvertes, on peut dire ça mm, comme ça, suite à tes expériences de vie. Et on avait notamment parlé de tout ce qui était schéma. Est-ce que du coup, tu veux nous parler un petit peu de ça et nous ouais. parler aussi des découvertes sur toi que tu as pu faire le long de ton cheminement de vie? Oui. Alors les schémas, ça vient de la thérapie des schémas. Que tu connais bien. Et voilà, moi, ça me fait rire parce que je me dis, tiens, voilà une thérapie qui range bien dans des cases, qui est très protocolaire. Ça me comble de joie en tant que personne qui peut être un peu rigide et qui a besoin effectivement de ranger les choses dans les cases pour se sentir en sécurité. Et donc, du coup, c'est une thérapie qui va se baser sur toutes ces stratégies qu'on met en place pour essayer de survivre, hein, qui des fois sont pas les meilleures stratégies, qui sont des stratégies, on appelle ça des schémas précoces inadaptés. C'est des schémas, c'est des stratégies qu'on a élaborées en tant qu'enfant, donc en tant que personne immature, et qu'on va scoltiner à l'âge adulte à des moments où c'est plus adapté. Mm. Donc il y avait effectivement ce schéma d'isolement, on appelle aussi schéma d'aliénation, le sentiment de sentir étranger au monde, qui est, bon, voilà, qui était très présent chez moi du fait de ce sentiment de pas se sentir acceptée dans le groupe et de se sentir différente, etc. Mais il y avait d'autres schémas. Alors, quand on avec ma thérapeute, quand on a mis voilà, sur la table tous les schémas qu'il y avait,
Ah mon Dieu, mais c'était le festival. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y en a un que j'ai pas là-dedans? Alors, il y en avait effectivement que j'avais pas, mais il y en avait beaucoup que j'avais au moins sur une petite version. Je dis, ouais, j'ai sacrément galéré en tant que gamine pour avoir monté autant de stratégies toutes plus pourries les unes que les autres. Et c'est vrai que c'était ce que m'a énormément appris tout ce parcours par rapport à la question amoureuse. C'était tout autour de cette question du schéma de dépendance. Est-ce que c'était celui auquel tu pensais? Dépendance, Mm. hyper-indépendance. Mm. Ouais, Ouais. ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant de me rendre compte de ce qu'il y avait, de ce qui avait créé chez moi. Alors, chez moi, et bon, je pense que cette société, malheureusement, elle va booster un peu ce truc-là chez pas mal de gens dans la vie amoureuse. Donc, je dis rapidement ce que c'est le schéma Ouais. de dépendance à indépendance. Ok, donc le schéma de dépendance, c'est une stratégie qu'on va élaborer quand on a le sentiment effectivement voilà, qu'on est dépendant, et qu'en tant qu'enfant, c'est plutôt logique de se sentir dépendant, mais où vraiment on ne se sent pas en sécurité dans cet état de dépendance. Et où soit on va complètement sombrer dans cette idée-là, en mode genre je ne peux pas survivre tout seul, il faut absolument que quelqu'un m'aide, que quelqu'un vienne à mon secours, etc. Soit on peut avoir une sorte de contre-attaque où en fait on va faire l'inverse. On se dit ok, bah, puisque je peux compter sur personne, bah, je vais tout gérer toute seule. Parce que du coup, ce serait trop terrible de pouvoir l'idée que je pourrais dépendre de gens qui pourraient me laisser tomber et que ce serait la panade absolue. Et c'est vrai que, alors, ce trajet-là, d'avoir dit, tiens, à un moment, je vais tester ce que ça donne de rentrer dans cette configuration de travail du sexe, alors que socialement, c'est hyper mal vu, que ça va Mm. être sanctionné socialement, c'est vrai que ça va être sanctionné par une humiliation, enfin, c'est vraiment... Alors, il y avait la partie de moi qui s'en foutait un peu des règles, ça c'était la partie autiste, et puis il y avait la Mm. partie hyper indépendante qui disait, eh ben c'est super parce que c'est une solution qui va me permettre de dépendre de personne, je vais pouvoir retrouver des ressources rapidement, et c'était à la fois, mais c'est toujours ça, c'est à la fois, ça peut être une sorte de force, et puis ça peut être une sorte de malédiction. Mm. C'est-à-dire que oui, c'était cool, ça me permettait d'aller trouver des ressources à des moments où ça aurait été compliqué d'en trouver et ça donnait une certaine résilience. Et en même temps, ça me mettait dans une situation où j'acceptais jamais d'être aidée. J'acceptais jamais que je puisse être la personne qui ait besoin d'aide. Et c'était toujours effectivement mais ça crée une vie où on peut jamais se reposer, où on est toujours en train de tirer sur la corde, où on ne crée jamais d'alliance solide parce que bah, qui a envie de faire une alliance solide avec quelqu'un qui dit tu peux pas m'aider, je peux pas compter sur toi, en cas de souci, jamais de la vie je t'appellerai. Enfin, Mm. personne n'a envie d'être l'allié, d'être le binôme d'une personne qui passe son temps à dire que de base, elle s'attend à être déçue. Alors, bon, personnellement, c'était important que j'apprenne cette leçon. Mais d'un point de vue militant, parce que moi j'arrivais avec une question qui était féministe en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on règle le problème global de l'inégalité amoureuse. Bah, il y a eu un truc qui s'est transposé un peu bizarrement où ça m'a un peu ouvert les yeux. En fait, quand on fait du travail du sexe avec un client, il y a un contrat en fait, entre guillemets. Le gars paye, on fait une prestation et dans ce cadre-là, on va mimer quelque chose qui ressemble vachement à la vie amoureuse, mais qui est complètement artificielle, qui est basée sur cet échange-là. Et donc du coup, je me suis dit, c'est fou, comment ça se fait que j'accepte dans ce cadre-là, juste parce que le gars me paye, il y a un échange qui soit entre guillemets, qui se valent en fait. C'est en gros, Mm. je fais la même chose que ce que je fais dans ma vie privée, mais cette fois-ci, il y a un échange où je suis rétribuée pour ce travail, il y a une sorte d'équilibre qui se fait. Comment ça se fait que, quelque part, mes échanges en tant que prostituée sont plus équilibrés que mes échanges en tant qu'amoureuse dans le cadre du couple? C'est un peu bizarre quand même de se dire, ça devrait être l'inverse, en fait, ça devrait être cool dans le couple, et puis dans une transaction économique, c'est juste un client. Je pense que ça a été un peu le déclic, en fait, où j'ai commencé à transposer, en fait, ce qu'il y avait dans cette relation très codifiée avec la relation qui est censée être beaucoup, beaucoup plus spontanée de la relation amoureuse et que j'ai commencé à faire des ponts et de me dire, tiens, si je commence à utiliser cet outil que j'utilise avec un client, que je me donne le droit d'utiliser avec un client parce qu'il m'a payé pour, mais que je me donne pas le droit de faire dans mon couple parce que je suis toute un peu bloquée aux entournures sur plein de questions et notamment sur la question de dépendance-indépendance. C'est un truc que j'ai beaucoup retrouvé, ce truc où on va pas demander de l'aide à l'autre parce qu'on a l'impression que sinon on va lui devoir quelque chose. Mm.
et on se dit, je préfère me débrouiller toute seule que de devoir quelque chose à quelqu'un. Et là, j'étais en train de me dire, bah, en fait, pourquoi est-ce que j'accepte qu'un client, par exemple, me fasse des très gros cadeaux, en plus de ce qui s'est passé, et quand je suis dans mon couple, je suis mal à l'aise par rapport à ça, il y a un blocage, il y a un truc en mode genre, c'est pas possible, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Ça a vraiment, en fait, faire ces ponts au fur et à mesure, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait un sentiment très profond d'être redevable, toujours, en fait, de toujours devoir compenser plus que ce que j'avais reçu. Et ce qui me mettait toujours dans un. Donc, à la base, effectivement, c'était ce truc d'hyper-indépendance, hein, de me dire, moi, je dois rien à personne, donc si m'apporte le moindre truc, il faut à tout prix que je le neutralise pour surtout pas dépendre de la personne. Et où je rentrais dans un truc déséquilibré où donc on fait quelque chose pour moi et j'en fais 100 fois trop en échange pour rompre le deal et surtout ne rien devoir. Et me dire, bah, c'est la très bonne recette pour faire un burn-out, ce truc, en fait. Ça veut dire que chaque fois que je reçois je donne 100, mais c'est pas tenable sur le long terme. Donc vraiment, ce truc-là, j'en parle dans l'épisode 1. Ah non, je l'amène dans l'épisode 1, mais j'en parle dans l'épisode sur la grille tarifaire, Mm. où je parle en fait de ce qu'on a comme tarif en tant que prostituée, et de me rendre compte que quand je le fais dans le couple, le même truc, pourtant je sais que ça a de la valeur parce que j'ai été payée pour, et ben là je me rends compte que tout d'un coup c'est plus tout la même chose et que je me dis ah, mon Dieu, je dois en faire des tonnes, je dois en faire des caisses, je dois être la meilleure pour compenser ce que ce gars a fait pour moi et avoir la grille tarifaire rééquilibrée, dire bah non en fait. Bon, voilà, il a été sympa pour moi, il m'a offert un truc, puis le retour était déjà, entre guillemets, déjà payé, quoi. Et ça a vraiment été un déclic pour commencer à rentrer dans des configurations qui étaient beaucoup plus équilibrées, où j'étais pas en train de m'épuiser à toujours essayer de montrer que j'étais super forte et que je pouvais gérer. Et ça, c'est vraiment un truc, particulièrement chez les féministes, qui disent, je veux pas rentrer dans cette case de la petite fille fragile qui peut rien faire par elle-même. Vraiment, ce truc que le patriarcat nous renvoie à la gueule, ben voilà, qu'on n'est pas puissante, qu'on n'a pas de valeur, etc. Et de rentrer dans des trucs un peu opposés en mode genre, bah, puisque c'est comme ça, je vais montrer que j'ai besoin de personne. Mm. Bah, ça devient une nouvelle rigidité. Je trouve que moi, j'aime beaucoup le terme que tu utilises, tu parles beaucoup de nuances. Et où là, effectivement, on rentre dans un truc qui a tellement pas de nuances qu'on finit par se tirer une balle dans le pied. C'est vraiment un truc où je me suis dit, ben, en fait, j'apprends à faire des choses dans un cadre où je me permets de le faire parce que c'est ce cadre très codifié. Et je me rends compte que je suis capable d'utiliser ces techniques que j'ai appris professionnellement en tant que prostituée, que je peux faire la même chose dans des contextes où je me suis jamais autorisée à le faire, maintenant que je sais que j'ai le droit de le faire. Et c'est vraiment cette espèce de pont, hein. On va vraiment amener un truc de dire, mais c'est c'est pas anormal que d'être dans un couple où l'autre va être là pour nous, par exemple. C'est pas anormal de qu'ils puissent faire des choses pour nous et qu'on se sente pas dans un espèce d'élan de redavabilité qu'il faut absolument en faire 100 fois trop. C'est pas, il y avait un côté aussi très, parce que dans tout ce parcours que j'ai exploré, il y a une partie que j'ai beaucoup aimée qui était la partie domination. J'étais dominatrice professionnelle pendant un moment et c'était vraiment une zone que j'adorais explorer parce qu'on voilà, on renversait les codes. Et bah, ce que j'ai appris là-dedans, c'est tiens, en fait, je peux me comporter en étant sûre de moi et ça va être valorisé. Ça va pas être vu comme quelque chose de mal. Parce qu'il y a aussi ce truc où c'est pas très bien vu pour les femmes d'être un peu trop sûres d'elles. C'est un truc on doit toujours être suffisamment humble. Ça. Genre, le truc, la meuf qui doit être belle mais qui doit pas le savoir. Ça, c'est typique. Mm. Ça, c'est vraiment un truc dans le domaine de la domination où on faisait contre-pied parce que c'était le deal, parce que c'était le marché, parce que c'était ce que le gars venait chercher. Et de me dire, mais est-ce que je peux étendre cette capacité un peu en dehors de cet échange et l'étendre à la vraie vie et voir ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je montre de l'assurance? Comment les gens me traitent quand je montre de l'assurance? Toute ma vie, on m'a dit que je devais pas trop en montrer. Et là, je me rends compte que c'est un peu l'inverse, en fait, que quand j'utilise ces outils-là, en fait, les choses se passent mieux pour moi. Donc, c'était, ouais, voilà, des espèces de ponts comme ça, où à la base, il y avait des questionnements très personnels, en fait. Mhm. Comment je fais moi pour me sentir mieux dans mon truc avec toutes ces espèces de rigidités, de schémas qui me bloquent dans des comportements tellement pas efficaces. Et puis au fur et à mesure, me rendre compte que il y avait une connexion entre ce que moi j'avais expérimenté individuellement et ce que socialement on m'avait poussé à développer en tant que femme. Et me dire, tiens, en fait, peut-être que là, les solutions que je trouve qui me servent beaucoup, hein, je suis trop contente, ma vie va mieux, etc.
qu'est-ce qui se passe quand j'en parle à d'autres femmes qui ont peut-être eu cette même expérience de se sentir impuissante, de se sentir mise dans une boîte où faut pas trop sortir, faut pas trop en faire, faut être discrète, faut être humble, faut être au service de l'autre, etc. Et du coup, bah, c'est un peu ce qui s'est passé quand j'ai commencé à en parler à mes amis. Mhm. Parce que bah, c'était mon intérêt spécifique du moment. C'était l'hétérosexualité. Waouh, je découvre des choses passionnantes dedans. J'apprends des choses qui correspondent pas du tout à ce qu'on m'a dit toute ma vie que j'étais censée faire. C'est bizarre, comment ça se fait? Et où je creuse, je creuse. Donc je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler. Enfin, c'était vraiment un truc qui me parlait tellement, qui me passionnait tellement que j'étais une pipelette sur le sujet. Donc mes potes étaient toutes au courant de ce que j'étais en train d'expérimenter, de mes petites expériences cheloues, de ce que je faisais. Et au fur et à mesure, il y en avait qui me disaient, ah bah j'ai testé ça, en fait ça marche vachement bien. Et puis il y avait vraiment des retours comme ça de plus en plus enthousiasmants. Je me suis dit, d'accord, donc c'est pas que moi, il y a un truc un peu, il y a un phénomène un peu de groupe en fait. Je peux rattacher cette expérience à l'expérience générale de ce que c'est que d'être une femme. Alors bien sûr, c'est pas une expérience universelle, toutes les femmes ne sont pas similaires, tu vois. Mais dire, il y a des points communs. Il y a des points communs, et si je parle de cet outil, qu'est-ce qui se passe quand les meufs en face, elles commencent à l'utiliser? Et au début, c'était un peu brouillon, hein. Je me disais, ok, d'accord, il y a tel point, telle technique, parce que c'est vrai que du coup, chaque famille du travail du sexe a un peu ses codes, un peu ses termes, un peu ses techniques. Et du coup, il y avait un peu plein de trucs, tu vois, qui se mélangeaient, parce que c'était plein de domaines différents avec des dynamiques différentes. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même dynamique quand on est dominatrice que quand on est michetonneuse professionnelle, ou quand on est escort girl, ou quand on est dans la girlfriend experience, où on a mis un truc qui ressemble beaucoup à une relation amoureuse, ou quand on travaille en ligne ou pas en ligne. Enfin, il y a plein de trucs différents, et à chaque fois, je me disais, OK, ce que j'ai appris professionnellement, comment je peux comment je, quels sont ces points-là qui ont des points communs avec l'expérience sociale d'être une femme, et dans quel ordre on les arrange, qu'est-ce qui vient avant quel truc? C'est-à-dire que, par exemple, il y avait des techniques que j'avais vues utilisées par des collègues, et j'étais incapable de les appliquer tant que j'avais pas développé un truc en amont. Donc, par exemple, je sais que mon passage dans cette espèce... Il y avait une espèce de... L'apprentissage en tant que dominatrice, ça a été un espèce d'accélérateur, parce que c'est une catégorie de travail où il faut surjouer la confiance en soi. C'est un des cœurs du métier. Donc, c'était vraiment un truc où je me suis donné le droit de faire des choses que je ne me donnais pas le droit avant, parce que j'avais peur, en fait. Je me sentais pas en confiance. Et du coup, bah, ça a donné un espèce de parcours en mode genre, OK, en premier, il faut apprendre ça. En deuxième, il faut apprendre ça. En troisième, c'est vraiment les étapes pour réussir à les mettre en place sans que ce soit juste quelque chose de théorique. Tu vois, où tu dis, ah oui, ce serait Mhm. cool d'arriver à faire ça, puis en fait, quand tu te retrouves dans la vraie vie à le faire, tu n'y arrives pas. Ça, c'était vraiment un truc. La partie, j'avais été passionnée par tout le travail des michetonneuses. Donc, les michetonneuses, elles ont une forme d'échange économico-sexuel qui est beaucoup plus sous-entendu. Ok. Donc, c'est des codes encore différents que les codes de l'escorte. Donc, je trouve ça fascinant de me dire, ouais, comment elles arrivent à se faire payer sans avoir annoncé le tarif. Ça, c'est dingue. Et donc, du coup, bah, j'étais en mode genre, OK, bah, comment c'est fait? OK, c'est tel outil. Et puis, quand je me retrouvais en mode genre, bon, bah, comment est-ce que j'arrive à l'appliquer dans la vraie vie? Je me sabotais, mais tellement. C'était juste, je connaissais toutes les étapes, parce que c'est très protocolaire, en fait. C'est des techniques qui sont très protocolaires. C'est des techniques qui viennent d'un espèce de savoir collectif où il y a plein de meufs qui ont essayé plein de trucs, et puis, en fait, en reconnectant entre elles, elles disent, ah oui, en fait, il faut faire ça. D'accord, on va faire ça. Mais que s'il y avait cette espèce de blocage, ben, il y avait une partie en arrière-plan qui se débrouillait pour que j'arrive pas à aller au bout de la technique, quoi. C'était terrible, cette période-là. C'était quand j'avais rencontré, je trouve, c'est marrant parce que c'est vraiment un gars, c'est un très bon personnage, ce mec. Le millionnaire, c'est, il est raisonnable, résumable dans une sorte d'archétype. Donc quand je raconte l'histoire, c'est tellement facile de parler de lui parce que c'est un mec il a un côté flamboyant, etc. Et donc, quand je l'ai rencontré, j'essayais désespérément de me dire, OK, là, il y a une accroche, le gars, je lui plais trop, il me plaît trop, peut-être je peux avoir une relation qui est vachement moins drainante que d'habitude. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait la possibilité que les choses se passent de façon équilibrée, c'était impossible à mettre en place. Vraiment, c'était du sabotage complet, quoi. Et du coup, je me désespérais moi-même en disant, putain, mais genre juste, là, je peux plus dire que c'est la société le problème, que c'est le gars le problème. Là, je vois bien que c'est moi qui m'en travers du chemin, qu'en fait, je pense que c'est vraiment là que j'ai réalisé que le patriarcat, c'était
ça a un côté très puissant, que c'est une sorte de dressage, en fait, que c'est un dressage tellement fort qu'en fait, on a un message qui vient de la société, des parents, de chaque chose qu'on va rencontrer dans la vie va nous renforcer ce message que parce que les femmes font n'ont pas assez de valeur, que ce que les hommes font ont méga de valeur, que pour être aimé en tant que femme, il faut qu'on serve les autres. En fait, c'était vraiment comme si, ouais, c'est ça, hein, tu dresses un chien à pas traverser la barrière, il a beau vouloir y aller, il peut pas, quoi. C'est genre vraiment, il y a des blocages, des trucs qui sont verrouillés dans le cerveau, en mode, c'est mental, quoi, comme obstacle. Donc, c'est un truc où, pendant longtemps, je me suis dit, le patriarcat perdure parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il perdure et qui nous laissent dans cette situation horrible où on se retrouve dans des couples où on est juste fatigué à force d'années à donner trop en échange de pas assez. Et puis j'ai fini par me rendre compte de dire, d'accord, il y a des gens à que ça arrange, mais ça fait tellement longtemps qu'on est là-dedans que nous, on a encore des automatismes. Et que c'est quelque part que c'est... Voilà, là aussi, je me suis pardonnée d'avoir eu des automatismes, de me dire, bah, c'est pas parce que je suis pas assez féministe. Mm. Tu sais, c'est toujours ce débat. Il y a des nanas qui sont en mode genre, je culpabilise un peu parce que je suis féministe, et elle sort un truc qui est pas du tout raccord avec ses valeurs, mais qu'elle n'arrive pas à stopper. Et dire, bah ouais, c'est pas parce que t'es pas assez féministe, c'est pas parce que t'es pas une assez bonne féministe que tu continues de faire un truc que tu trouves pas OK avec tes valeurs. C'est parce c'est parce qu'il y a un truc plus vaste que toi et que c'est pas juste une question individuelle, c'est une question qui est aussi politique, quoi. Mm, mm. Et ce que tu exprimais ouais, sur les blocages, sur le fait que psychologiquement, du coup, tu as la dimension à la fois, parfois ne pas se rendre compte des choses, parce que du coup, c'est tellement automatique et enfin, tu as tellement eu l'habitude de faire comme ça que tant que tu questionnes pas, bah, tu t'en rends pas forcément compte. Et puis, tu as le côté de s'en rendre compte et pas arriver à aller au-delà Ouais, ou à faire l'étape que tu as envie de faire. Et ce que tu exprimais, du coup, ça m'a fait penser à un peu comme la thérapie d'exposition où tu fais par étapes, du coup, et que tu ouais, fais d'abord ça, et puis après ça, puis en fait, après, ça te mène là où toi, tu as envie d'aller. Mais du coup, de pas faire trop d'un coup parce que psychologiquement, en mhm, fait, tu peux pas. ouais, Mais donc, de pouvoir diviser comme ça en plusieurs étapes pour c'est y ça. parvenir. Mm. Ouais, d'avoir un moment où tu te sens suffisamment en sécurité de quand même aller dans le Mhm. truc. Parce que si c'est pas sécurisé, si tu as le sentiment qu'en fait c'est un danger mortel que tu vas affronter, bah il y a la partie de toi qui te protège de ça, donc qui t'empêche d'y aller. Et deux, bah ouais, c'est vrai qu'on en avait discuté. Ouais, j'ai un côté un peu, mais c'est mon côté hyper indépendante en mode je vais toujours me dépasser, aller trop fort, trop loin, etc. Et donc j'ai eu un côté à un moment à essayer de forcer le truc, à passer à l'action à un moment où le changement était trop brutal, où c'était trop, où il y avait un gap trop grand entre ce que j'étais sécurisée à faire et ce qui m'effrayait. Et j'ai fait une attaque de panique. Mm. J'ai fait une attaque de panique, c'est vraiment ce truc de me dire, bah, il y avait la raison pour laquelle je me sabotais, c'est qu'il y avait une partie de moi qui savait que ça allait pas bien se passer si j'y allais, en fait. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir trouver un passage qui est progressif, Mhm. qui est nuancé, qui permet justement de pouvoir tâter un peu le terrain et de dire, OK, il se passe quoi quand je fais ça? Je vais commencer tout doucement. Ça va, ça se passe bien, en fait. Et que ce soit pas une espèce de gros coup de pied au cul en mode genre, on te balance au milieu de la piscine, nage, survie. Essaie de Et pas ouais, couler. ouais, c'est ça. C'est ça. Mm, Ouais, quelque part, je me dis, ça n'a pas été simple de découvrir tous ces trucs-là, dans des conditions quand même assez trash, hein, parce que je veux pas glamouriser le monde de la prostitution, c'est un domaine qui est très dangereux. Euh, et euh, et c'est vraiment un truc de me dire, mais en fait, là, je suis dans un domaine où les seules femmes qui ont accès à cette connaissance, c'est pour des raisons professionnelles et elles s'en passeraient bien si elles pouvaient faire autre chose. Et il y a plein de nanas qui, parce elles ont la chance de ne pas devoir aller dans cette direction, qui n'auront jamais accès à ces compétences-là, à ces connaissances-là, à ces théories-là. Et je trouverais ça chouette, en fait, que les gens puissent avoir accès sans avoir besoin de passer par le chemin assez un peu brutal qu'il y a habituellement pour avoir accès à cette espèce de truc. Je te dis, moi, j'ai le sentiment d'être dans un truc complètement clandestin et de me dire, mais si ce truc-là, ça sort au grand jour, mais c'est une bombe, quoi. mm, C'est une bombe. Moi, j'avais une abonnée qui m'avait dit,
Elle m'avait dit, mais tu vas te faire censurer. Parce que si les gens apprennent ça, ça va trop défoncer tout le système qu'on connaît. C'était vraiment sa peur. Donc, on va pas te laisser dire des trucs comme ça, quoi. Et bon, je pense que j'essaye suffisamment de parler dans des milieux qui sont pas, tu vois, je cherche pas à être interviewée à BFM TV ou je sais pas quoi, surtout pas. Je suis là en mode genre, moi j'ai envie de parler à des gens qui se posent des questions sur le sujet, des gens qui sont intéressés par le sujet, et c'est peut-être là que je pourrais faire une différence. Mm. C'est, c'est un peu ce truc-là de dire, ok, où est-ce qu'on a besoin de moi? Mm. Où est-ce qu'on a besoin de ça? Où est-ce qu'on a besoin de ça? En plus, c'est ce que je trouve dingue, c'est que, tu vois, pour te faire le tableau, l'impression que j'ai par rapport à cette question patriarcale, après tout ce parcours-là, c'est que dans ce monde-là, quand on est en tant que petite fille, on va non seulement nous mettre dans une toute petite, vraiment un truc où faut pas trop s'exprimer, il faut pas trop en attendre de la vie. Et en plus de ça, on va expliquer que ce qui est le plus important, c'est l'attention des mecs, c'est leur validation. Donc, la zone où les meufs ont le plus de difficultés à négocier les conditions de leur échange, c'est quand elles sont face à un mec. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des nanas qui arrivent à avoir des relations qui sont équilibrées, par exemple entre copines, mais quand elles sont face à un mec, c'est tellement disproportionné. C'est vraiment l'endroit où il y a le plus de... C'est la convergence de tous les éléments qui font qu'il y a tous les ingrédients pour qu'on puisse pas avoir un accord qui soit égalitaire, qui soit juste. Et les prostituées, ce sont des femmes qui sont tout en bas de l'échelle sociale, tout en bas de l'échelle économique. C'est-à-dire que bon, moi, je raconte dans le podcast comment à un moment, j'ai dit, ouais, j'en ai rien à foutre de ce truc-là, je vais explorer tel truc. La réalité, c'est que j'avais besoin de thunes, en fait. Mm. Et donc, du coup, on est vraiment on est censé être face aux nanas qui sont le plus bas dans l'échelle, qui sont censées avoir été le plus bolossées dans la vie, sans être pris plein la gueule, et qui sont face à des mecs, donc on devrait être dans l'échange qui serait le moins avantageux, qui est vraiment l'endroit où il y aurait la disparité la plus grande. Mais parce que là, il y a une question de survie Mm. qui est dans l'immédiateté, bah, c'est la zone où ces meufs qui devraient être celles qui se font le plus arnaquer dans l'échange ont développé les techniques les plus efficaces pour que l'échange le vaille, en fait. Donc après, je ne dis pas que toutes les nanas ont une capacité de négociation qui est incroyable. C'est qu'en fait, ce truc de plus on est en bas de l'échelle, moins on a de capacité de négociation et ça se reflète dans les prix. En fait, la grille tarifaire, en fait, quand tu es une meuf précaire, racisée, qui correspond pas aux normes de beauté, dans un réseau, etc., enfin, tu vois, tu rajoutes la pile du truc, bah, tu es celle qui va, en termes de tarifs, qui a le plus se faire entuber, qui a les tarifs les plus bas. Donc, bien évidemment qu'en fait, cette confrontation, je veux pas idéaliser, de dire toutes les prostituées sont des badass warriors, etc. Euh, Bien évidemment qu'il y en a qui subissent encore plus l'oppression que d'autres femmes, mais dire, mais ce truc-là, là, que ces meufs-là ont appris, dans cette configuration particulière, qui est une configuration qui est sans doute la configuration la plus violente de l'échange entre les hommes et les femmes, hein. Enfin, vraiment, c'est un métier où notre première préoccupation, c'est comment faire en sorte que le client qu'on a en face de nous ne nous tabasse pas, ne nous viole pas, ne nous vole pas. Enfin, en termes d'échange, c'est pas l'endroit le plus sécurisé du monde. Mais dire, mais en fait, ces skills-là sont extrêmement puissants. Ils ont une capacité de résultat qui est tellement puissante, mais en raison de l'endroit où ils ont émergé, en fait. Et ils n'ont pas Mm. émergé seuls, en fait. C'est de l'intelligence collective. C'est-à-dire que c'est le premier épisode, c'est le syndicat des meufs. C'est quand je raconte comment, en fait, je me retrouve dans cette communauté que j'appelle la confrérie des putes, où, en fait, les anciennes partagent le savoir en disant, mais on n'a pas envie que vous fassiez avoir comme nous, on s'est fait avoir quand on était débutante, voici les règles. Je donne un truc débile, mais par exemple, une des règles, c'est que tu te fais toujours payer en premier. Mm. Tu te fais toujours payer au début de la presta. C'est-à-dire quand tu arrives, le gars il te file le pognon et tu commences rien tant que t'as pas l'argent. Et ça, c'est un truc, quand tu démarres, en fait, moi en tant que meuf, quand j'ai démarré, je me disais, mais comment je lui demande l'argent? C'est pas poli. Mm. C'est pas poli de demander l'argent. Et c'était parce que j'avais des nanas qui avaient de la bouteille qui me disaient, c'est la règle, et voilà comment tu vas le dire. Tu dis cette phrase, tu te prends pas la tête,
et c'est bon. Donc la phrase, c'était vraiment un truc en mode genre, fallait l'enrober, de dire est-ce que t'as mon petit cadeau? On ne parle jamais d'argent frontalement. Est-ce que t'as mon petit cadeau? J'aime bien qu'on s'en occupe maintenant, comme ça on n'y pense plus. Mm. Et c'est bête comme truc, tu vois, mais juste me dire, c'est important que tu le fasses parce que sinon tu augmentes le risque de te faire arnaquer drastiquement. Et deux, tu peux le dire d'une façon très simple. C'était un cadeau en fait. Cette phrase, c'était un cadeau. C'était juste un script de dire, tu peux juste dire ça. Si tu te sens pas à l'aise de le dire, tu dis juste ça. Et je sais que les premières fois que je me l'ai dit, je me suis accrochée au truc en mode genre, j'ai répété la phrase dans ma tête, alors que c'était pas compliqué, tu vois, de juste dire, je fais une prestation, je vais te payer, c'est normal, quoi. C'est pas un affront à l'autre, tu vois. Mais, euh, mais c'est cette sororité, en fait, qui a fait émerger ces outils. C'est le fait qu'il y ait des meufs qui soient pas en bonne posture, qui décident qu'elles n'avaient pas envie que leurs collègues, qui étaient censés être des ennemis, qui étaient censés être des concurrentes, souffrent et qui ont dit on va être solidaires en fait, et c'est ce qui vaut le mieux. Alors Ouais. même que c'était quand même les meufs les plus à même de dire chacun pour soi en fait, chacun sa merde, ça va. Si j'aide une collègue, ça veut dire qu'il y a moins de clients. Tu vois. Enfin, c'est cette force politique de se rendre compte qu'en fait, on peut rien faire dans son coin. Que c'est toujours cette cohésion de groupe qui arrive à faire émerger des stratégies de survie qui fonctionnent mieux, quoi. Mm. Oui, parce que sans ça, oui, toi, t'es arrivé, tu connaissais pas forcément ce monde-là. Et comme tu disais, du coup, t'es venu aussi avec les compétences, on va dire, que tu avais à ce moment-là, et en fonction de comment tu as été socialisée aussi en tant que femme. Et du coup, d'avoir cet espace-là où des personnes qui ont pu vivre des choses similaires et qui ont pu apprendre aussi de ces expériences-là partagent aussi on pourrait appeler ça des outils ou des stratégies. Ça permet du coup à toi ou aux personnes qui sont du coup nouvelles de se protéger aussi, d'être protégées par rapport à tout ça. Ouais. Et je pense que c'est la force du groupe. Tu vois, on parlait de la variété par rapport à la norme. Dans le groupe, bah, tu vas avoir des gens c'est pas un groupe homogène où tout le monde se ressemble. Et Mm. donc, l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui ont des forces et des faiblesses. Tu prends tout le groupe, toutes les forces de chaque personne additionnées, tu les mets ensemble et tu crées un truc super puissant. Parce que forcément, je pense que la première meuf qui a commencé à parler à ses autres copines de qu'elle elle se faisait jamais arnaquer parce que en fait elle disait juste ça parce que c'était dans son caractère, que ça faisait partie de ses forces. D'un autre côté, il y en avait une autre qui avait une force qu'elle n'avait pas, qui l'a partagée avec elle et qui crée cette espèce de guideline, un peu de, Mm. de règles communes où en fait on dit mais on va pas réinventer la roue, en fait tu arrives dans ce métier, voici les règles de sécurité et elles ont été créées par des générations de meufs qui ont survécu à des agressions, des vols, des viols, enfin le panel des horreurs qu'on peut expérimenter dans ce domaine-là et de dire bien sûr que ces règles-là vont pas nous sauver 100% parce qu'en fait c'est toujours ce truc-là et la sécurité totale elle n'existe pas, Ouais. mais de dire mais en fait quand tu fais ça c'est plus efficace, pourquoi ne pas le faire? Quand tu Mm. fais ça tu réduis le risque, pourquoi ne pas le faire? Ça veut pas dire que on arrive à supprimer 100% des risques. Et c'est aussi ça, hein, c'est dire on n'a pas un contrôle total sur l'autre, en fait. L'autre, il a son libre arbitre et des fois, c'est un connard. Mais c'est une espèce de boîte à outils, en fait, qui vient de ce que chacun a mis, mais qui vient de cette Mm. diversité. En fait, s'il n'y avait pas cette diversité, il n'y aurait pas ça. Et c'est la même chose, quel que soit le domaine. C'est ce qu'on nous explique là, que la monoculture, c'est très dangereux parce que si tu as une maladie ou cette monoculture, elle y est vulnérable, bah, la totalité du groupe y passe. Alors que quand on a plein d'individus un peu différents, bah, certains vont être plus vulnérables, mais pas aux mêmes choses que le voisin, et ça permet à l'ensemble du groupe d'être plus résilient, en fait. Et on est quand même dans une société qui a tendance un peu à l'oublier et à mettre en avant, je pense, une espèce d'uniformité, en fait. Tu sais, on a un modèle de beauté, par exemple, c'est vraiment ce truc. Mm. Le mec doit ressembler à ça, la meuf doit ressembler à ça, et si tu sors du moule, si tu sors de ce modèle-là, tu vas être rattrapé par le col, plutôt que de se rendre compte que cette diversité, c'est une vraie richesse. Mm. Du coup, ça me fait penser à ce qu'on évoquait au début sur Mm. au niveau des normes et aussi d'être différent, de pas être comme la norme et d'avoir cette diversité-là qui permet aussi d'avancer Mm. ensemble et de pouvoir aussi se renforcer et de créer des choses que si on était tout seul, en fait, on irait peut-être pas très loin en fait finalement.
Ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu exprimais toi sur ce schéma-là d'indépendance, je pensais du coup quand tu expliquais un petit peu comment ça s'est passé pour toi, cette expérience-là, à ce moment-là, du coup, t'acceptais l'aide des autres. Dans ce contexte-là, t'étais OK Mm. d'avoir l'aide de la confrérie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas louper la deuxième partie de notre conversation avec Ellie, qui sortira la semaine prochaine. Dans cette deuxième partie, on poursuivra notre discussion sur la thérapie des schémas. On te parlera de psychologie et de coaching, de féminisme, et Ellie nous présentera ses ateliers Love. Et si cet épisode t'a plu, pense bien à mettre des étoiles au podcast et à le partager autour de toi. Cela permettra au podcast d'être plus visible et d'aider plus de gens à affronter les difficultés de la vie. En attendant de te retrouver, je te souhaite une agréable journée, soirée, semaine pimentée. Et surtout n'oublie pas, tu as en toi la force de continuer.